Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est le père de Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet, que Franck Ferrand reçoit aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Il y a longtemps que j'avais envie de rencontrer Jean-François Parrot, véritable résurrecteur d'un Paris que nous sommes nombreux à aimer, celui des dernières décennies de l'Ancien Régime, sous les règnes de Louis XV et Louis XVI. Les romans de ce grand 18e sont un modèle du genre. Vous savez qu'ils ont été par ailleurs adaptés à la télévision pour France 2. Et une autre grande plume amoureuse du XVIIIe siècle est à vos côtés, Franck, Chantal Thomas, dont les adieux à la reine seront bientôt portés à l'écran par Benoît Jacot. Oui, ils ont été portés à l'écran et le film sort en effet mercredi prochain. Guidé par deux auteurs aussi excellents, nous devrions aborder sans peine les arcanes du roman d'histoire, ainsi que les secrets de l'adaptation de telles œuvres à l'écran, petit ou grand. En guise de préambule, je vous propose de nous transporter à Versailles en 1782, Versailles où l'on attend avec fébrilité des visiteurs de marque. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. En ce printemps 1782, on ne parle que de cela, tant à la ville qu'à la cour. À Versailles, dans ce caravansérail un peu décati qui est devenu la cour du roi très chrétien, les salons frais, les cabinets de poudre, les suppléments de bibliothèque bruissent de cette nouvelle assez piquante. Le tsarevitch Paul Petrovitch et sa jeune épouse, née princesse Sophie Dorothée de Wurtemberg, vont arriver d'un jour à l'autre. Ils voyagent en faux incognito sous le titre de comte et comtesse du Nord. Je parle de faux incognito parce que, évidemment, tout le monde sait bien à quoi s'en tenir. Personne ne pourrait ignorer que le comte du Nord est en réalité le grand-duc Paul de Russie, fils unique et héritier de la grande Catherine, et que sa femme n'est pas comtesse, mais en vérité grande-duchesse. Seulement voilà, ces titres plus discrets leur permettent de visiter les cours d'Europe sans avoir à subir les égards extrêmement pompeux et pesants qu'on serait obligé de leur réserver s'ils voyageaient sous leur vrai nom. Au début de l'année, ils étaient à Vienne, chez le nouvel empereur Joseph II, le frère de la reine Marie-Antoinette. Vous pensez, si les nouvelles ont circulé d'une cour à l'autre, la reine de France n'a eu de cesse d'obtenir de son frère toutes sortes de précisions sur les prestigieux hôtes de la cour de Vienne. Alors, est-ce qu'il est agréable, ce tsarevitch? Quelles sont ses préférences et celles de la grande-duchesse Marie? On demande ça, bien sûr, dans tous les domaines. Le comte du Nord aime les gravures et les cartes, a répondu l'empereur. Quant à la comtesse, elle aime à s'entourer de fleurs et joue du clavecin matin et soir. À Versailles, on a noté tout cela très scrupuleusement. De sorte que, le 20 mai, tout est prêt jusqu'au moindre détail pour accueillir les voyageurs à Versailles. Si nous pouvons revivre avec précision le séjour chez Louis XVI du tsarevitch et de sa femme, c'est notamment grâce à la baronne d'Oberkirch, la célèbre mémorialiste qui à cette époque se trouve être dame d'honneur de la grande-duchesse Marie, bientôt Maria Fyodorovna. Le 20 mai, donc, le comte du Nord est reçu par le roi lui-même dans son grand cabinet. Le prince de Crouy note qu'on a ouvert un seul battant de la porte, toujours cette comédie du faux incognito. Pendant ce temps, la comtesse de Vergennes, donc l'épouse du ministre des Affaires étrangères, conduit la comtesse du Nord chez la reine. Marie-Antoinette la reçoit dans sa chambre, entourée de toutes ces dames. Vous imaginez si toutes ces dames sont excitées comme des puces. Tout le monde veut voir à quoi ressemble l'illustre visiteuse. Même la plus jeune fille de Madame de Polignac a obtenu de pouvoir se glisser pour la voir à côté du lit royal, dans ce qu'on appelle encore à l'époque la ruelle. À quoi ressemble-t-elle alors, cette soi-disant comtesse du Nord ? Elle a grand air, tout en restant simple, dit-on. En fait, tout le monde a remarqué mezzo voce qu'elle était un peu forte. Elle porte la plus somptueuse des grandes robes de cour, en brocart, robe réalisée dès son arrivée à Paris quelques jours plus tôt par la modiste et couturière de la reine, Rose Bertin. Le panier mesure 6 aunes. Ça vous dit pas grand-chose, ça, Julia, 6 aunes? Pas vraiment, non. Ça fait à peu près 7 mètres. Vous imaginez un peu la taille, l'ampleur de cette robe extraordinaire, robe au demeurant
constellé de grosses perles, et je ne vous dis rien des pierreries fabuleuses dont la grande-duchesse est littéralement festonnée. Marie-Antoinette, au premier abord, se montre un petit peu froide avec sa visiteuse. Il est vrai qu'elle n'a aucune affinité avec la belle-mère de son invitée, la tsarine Catherine. Elle sait combien celle-ci peut se montrer sévère dans les jugements qu'elle porte à son égard. Mais très vite, l'amabilité de la comtesse du Nord, son naturel, tout ça permet de rompre la glace. Et bientôt, au moment où survient son mari, on peut dire que la conversation se réchauffe. On se met à parler de Vienne, de l'empereur Joseph. Marie-Antoinette lâche un ou deux petits rires. Ça y est, c'est gagné. Les visiteurs seront non seulement reçus selon leur rang, mais choyés comme des amis. On a mis à leur disposition un petit appartement de jour dans l'aile des Princes. L'aile des Princes, c'est l'aile du Midi du château de Versailles. Un appartement en rez-de-chaussée dont les portes-fenêtres donnent de plein pied sur le parterre du Midi et la terrasse de l'Orangerie. C'est un rêve, ce petit appartement de jour. Je dis appartement de jour parce que c'est destiné uniquement à se reposer un moment, à se rafraîchir, à recevoir aussi. Les visiteurs n'y dormiront pas. Il n'est pas concevable qu'ils soient officiellement hébergés par le roi. Toujours cette espèce d'incognito, que voulez-vous. Dans son salon, la comtesse du Nord a trouvé en arrivant des beautés de fleurs fraîches et puis un clavecin, bien entendu. Quant au comte du Nord, il a eu l'agréable surprise de trouver dans le sien nombreuses et somptueuses collections de gravures, présents du roi de France et toutes les cartes du domaine royal. Dans la foulée, on dîne, nous dirions on déjeune, dans le salon de la reine, ce qu'on appelle le salon des nobles. Ce n'est pas tout à fait un grand couvert parce que le service de la bouche seul, c'est-à-dire les officiers qui servent à table, peut seul entrer dans la pièce. On n'y admet pas de visiteurs. On a tenu néanmoins les portes grandes ouvertes afin de satisfaire à la curiosité de la cour et du public. Et cette curiosité, je vous l'ai dit, est très très grande. Un extrait de Gluck sur Europe 1, Franck. Gluck qui était évidemment très en faveur à l'époque et ils vont pouvoir le constater, le comte et la comtesse du Nord, puisqu'on va jouer du Gluck à l'opéra pour eux. Alors après ce fameux dîner, il y a du reste un concert dans le salon de la Paix qui à l'époque est rattaché à l'appartement de la reine. On est au bout de la galerie des glaces, galerie où l'on a disposé des pliants pour que certains semi-invités, si je puis dire, invités officieux, puissent assister de loin au fameux concert. Et puis dès le soir venu, on illumine comme pour une soirée d'appartement, c'est-à-dire comme pour une soirée de fête, si vous voulez. 1000 lustres, écrit Madame d'Oberkirch, descendaient du plafond et des girandoles à 40 bougies surmontaient toutes les consoles. L'orchestre était placé sur des gradins. Rien ne peut donner une idée de cette splendeur et de cette richesse. Les toilettes étaient miraculeuses. La reine, belle comme le jour, animait tout de son éclat. Ils ont dû être assez impressionnés, évidemment, surtout arrivant de cours plus modestes. Le comte et la comtesse du Nord, ils passent beaucoup de temps à Paris, ils courent les théâtres, les églises, les bibliothèques, le Parlement, les Invalides, ils sont reçus à l'Académie. Enfin, évidemment, tout le monde veut les voir et le recevoir. Ils vont passer une soirée au bal de l'Opéra en compagnie de Marie-Antoinette elle-même. Ils s'en vont déjeuner à Sceaux chez le duc de Penthièvre, qui est l'homme le plus riche de France à l'époque et dont on dit que la société est sans doute l'une des plus brillantes. Ils entendent un concert à Bagatelle chez le comte d'Artois, beau-frère de la reine, le frère de Louis XVI, le plus jeune frère. Ils chassent au flambeau à Chantilly, chez le prince de Condé. Et puis, bien entendu, on leur fait les honneurs du grand opéra construit au bout de l'aile du Nord à Versailles pour le mariage du futur Louis XVI et de Marie-Antoinette. Donc un opéra qui est encore tout neuf, si l'on peut dire, et où l'on donne pour eux le grand opéra d'Aline ou la reine de Golconde, tiré d'une nouvelle du chevalier de Boufflers, et auquel, à ce qu'il paraît, il est arrivé quelque chose dans ce genre-là, écrit Madame d'Oberkirch. Les paroles sont de Sedaine, la musique de Monsigny, l'arrangement des ballets de Monsieur de Laval, maître des ballets, est extraordinaire, écrit la baronne d'Oberkirch. La musique est charmante et fut admirablement exécutée. Ce qui me charma le plus, ce fut les danses. À quel point de perfection on a porté cet art voluptueux, écrit-elle. Les décors étaient d'une fraîcheur et
Et d'une vérité inouïe, on aurait voulu être Aline pour régner sur ce délicieux pays. Après quoi, on s'en va souper chez la princesse de Chimay, une autre fois chez Madame de Mâcon. Marie-Antoinette ne sait plus quoi faire pour faire plaisir à la grande-duchesse. Un jour, elle la convie à visiter avec elle la célèbre manufacture de Sèvres, créée quelque temps plus tôt par Madame de Pompadour. Alors on fait admirer à la visiteuse une magnifique toilette. Une toilette, c'est une sorte de table où les dames, justement avec un grand miroir, où les dames font leur toilette. On lui fait visiter, on lui montre cette magnifique toilette de porcelaine bleu lapis, un bleu très très intense, très profond. Elle est montée en or. C'est le chef-d'œuvre de la manufacture royale. Il y a des amours qui sont placés en tout cas de part et d'autre d'un miroir qui lui-même est porté par les trois grâces. Vous imaginez, ça doit être magnifique. Oh, c'est sans doute pour la reine, dit la princesse émerveillée. Et en s'approchant, elle se rend compte que toutes les pièces portent ses armes. C'était en fait un présent que lui destinait la reine de France. Alors en échange, elle va offrir, parce qu'on cherche à s'éblouir dans cette histoire bien entendu, c'est à qui sera le plus étonnant. La comtesse du Nord va offrir à la reine tout un mécanisme assez singulier qui permet sur la coiffure, c'est qu'à l'époque on porte d'immenses perruques, les dames portent de véritables poufs, et bien sur cette perruque il y a un petit oiseau de pierreries, de diamants pour tout vous dire, qui se balance par un ressort et au moindre mouvement, on a l'impression que l'oiseau comme ça est en train de se balancer. Voilà, on s'amuse, on s'éblouit. La dernière soirée pour le comte et la comtesse du Nord, c'est un grand bal paré dans la galerie des glaces. Les dames dansantes sont en domino de satin blanc avec petits paniers et petites traînes. Les princesses évidemment se pressent autour de la grande duchesse pour admirer toutes les pierreries de Russie dont fait étalage une invitée qui évidemment veut être au niveau de la réception qu'on lui offre. Tout ça se finit par un souper chez la princesse de Lamballe, là-bas, tout au bout du château. Et au lever de table, toute la famille royale joue au loto, puis une dame se met au clavecin et la reine danse une contre-danse. Vous voyez qu'on est presque en famille, tout va bien. Quelques jours après cela, le comte et la comtesse du Nord quitteront Paris pour regagner Saint-Pétersbourg. On peut penser qu'ils emportent avec eux des souvenirs éblouis, propres à entretenir jusqu'au cercle polaire la réputation de la plus brillante cour du monde. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et vous avez convié aujourd'hui sur Europe 1 Franck, un écrivain amoureux des Lumières, Jean-François Parrot, qui est diplomate, historien, spécialiste du XVIIIe siècle et l'auteur des enquêtes de Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet. Et oui, qui ne se rappelle l'énigme des blancs manteaux, qui était paru il y a maintenant une douzaine d'années déjà, l'homme au ventre de plomb et le fantôme de la rue Royale, etc. et l'affaire Nicolas Le Floch, tous ces chefs-d'œuvre du roman policier historique ont assis bien entendu notre personnage, cet extraordinaire enquêteur Nicolas Le Floch. Le dernier volume s'appelle L'enquête russe, il vient de paraître chez Jean-Claude Lattès. De taille moyenne, lit-on à la page 232 de ce roman, Paul, vous avez bien compris qu'il s'agit de notre grand-duc de Russie. Paul, dès l'abord, n'en imposait pas dans son habit noir un peu étriqué qu'eût blâmé maître Vachon. La laideur commune du visage frappait, que rien ne relevait et qu'aggravait un nez épaté, des pommettes proéminentes, des sourcils pâles et une calvitie remontée qui donnait au crâne la forme d'une ogive. Le cheveu rare et blond, poudré à frimas, était coiffé de chaque côté en rouleau frisé. La bouche, bien ourlée, aurait rallié les suffrages si elle était demeurée close. Le regard fixe ou fuyant selon frappa Nicolas. Il résumait l'ambiguïté du personnage et paraissait refléter les impressions du moment, successivement l'aimable séduction ou l'inquiète sévérité, sans se fixer jamais. D'évidence, le tsarévitch faisait en permanence un effort qui lui coûtait pour dissimuler son ennui et peut-être une cruelle angoisse. On est ravi, Jean-François Parrot, que vous vous aventuriez plus avant dans ce siècle, dans cette fin de l'Ancien Régime. On a connu au tout début Nicolas Le Floch dans le contexte de la fin de la cour de Louis XV. On le retrouve dans celui de la cour de Louis XVI aujourd'hui et d'une cour de Louis XVI qui du reste est déjà en train de péricliter un peu. On n'est plus qu'à 7 petites années de la Révolution française et sans faire de téléologie, on peut
peut dire que l'ombre des événements à venir commence déjà à se profiler sur votre intrigue. Vous avez brossé, je viens de lire le portrait que vous brossez du Tsarévitch, vous avez choisi cette visite du comte et de la comtesse du Nord comme toile de fond à une enquête qui, évidemment, comme d'habitude, emmène votre commissaire du Châtelet dans toutes sortes de milieux et dans toutes sortes de décors. Pourquoi avoir choisi cette visite du Tsarévitch, Paul ? Parce qu'en 1782, on se trouve dans une situation très particulière, qui est la fin de la guerre d'indépendance des États-Unis. La victoire de la France et des États-Unis approche, et évidemment, on se rend compte que vont surgir dans le concert des nations deux nouvelles forces que sont les États-Unis, indépendantes, et la Russie. Et par conséquent, il me semblait intéressant de confronter la vieille monarchie française avec cette puissance du Nord montante, qui essaye d'ailleurs d'intervenir dans le règlement de la paix, cette puissance montante que l'on considérait, en dépit de tout ce qu'avaient pu faire et Pierre le Grand et Catherine, comme un pays encore un peu barbare. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les rapports entre la France et la Russie sont un peu complexes à cette époque. Alors, nous avons une diplomatie qui se méfie beaucoup de celle de Catherine. Ils sont complexes car Louis XV a toujours tenu à distance Catherine II. Et Catherine II était extrêmement, je dirais, vexée de l'attitude de Louis XV. On lui a envoyé le chevalier d'Éon à un moment. On lui a envoyé des ambassadeurs qui auraient pu la séduire, mais de l'autre côté, il y avait des ambassadeurs comme le prince de Ligne qui étaient extrêmement efficaces auprès de la souveraine. Et par conséquent, pour Catherine, la France est une puissance, sinon hostile, du moins lointaine. Et pour nous, je le répète, c'est une puissance qu'il faut sans doute voir tenir un peu à distance de pincette, et la diplomatie française, en particulier dans les affaires qui touchent et la Pologne et la Turquie, se trouve en opposition avec Pétersbourg. Alors nous sommes donc en 1782. La première des enquêtes qu'avait mené Nicolas Le Floch se situait en 1762. Il a donc pris 20 ans, votre personnage. Il n'est plus le jeune homme encore tout feu tout flamme qu'on découvrait dans les débuts. Non, il n'est plus le jeune homme du début, celui qui rendait des services signalés à Louis XV et à Madame de Pompadour, et il ressent parfois la lassitude de sa fonction de policier. Sans doute parce qu'il se rend compte que les intrigues qu'il arrive à démêler n'aboutissent pas forcément à une justice telle qu'il pourrait la concevoir dans sa noblesse de cœur. Il s'aperçoit bien que souvent la raison d'État ou d'autres raisons conduisent à laisser échapper ces coupables qu'il a réussi à démasquer. Alors, ce personnage, nos auditeurs le connaissent notamment à travers l'adaptation télévisée qui en a été faite, bien entendu. Presque tous les romans maintenant ont été adaptés pour France 2. Non, il y a eu 4 romans adaptés, et ensuite on a pris les personnages et on les a jetés dans des intrigues qui n'étaient pas de l'auteur. Et donc cette année, on reprend les adaptations de mes romans. Et l'on entend, si vous voulez bien, quelques mesures du générique de la série télé. Sur Europe 1 du générique de la série télédiffusée sur France 2, Nicolas Le Floch. À tout de suite avec Franck Ferrand et ses invités. Nous sommes en plein siècle des Lumières aujourd'hui sur Europe 1. 11h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Nous vous retrouvons, Franck, sur Europe 1 avec votre invité, le père de Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet. Et puis de nombreuses réactions d'auditeurs également nous parviennent. Oui, j'ai notamment là le message d'Alain qui nous dit « C'est avec grand plaisir que je lis les aventures de Nicolas Le Floch avec à proximité un plan de Turgot. C'est plus amusant comme ça de pouvoir suivre ces trajets dans Paris. » Vous vous aidez vous-même du plan de Turgot, Jean-François Parot ? Alors le plan de Turgot est très intéressant. Il faut dire peut-être en deux mots de quoi il s'agit d'ailleurs. Oui. C'est le plan d'ailleurs du père de Turgot qui était prévôt des marchands. Et c'est un plan qui donne de Paris une image extrêmement précise. C'est-à-dire qu'on peut se promener quasiment dans les rues, on peut compter le nombre des étages des maisons, on pourrait presque voir comme le diable boiteux, les Parisiens dans leur appartement. Mais il est un peu faux parce qu'il donne de la ville l'image qu'on voulait en donner, c'est-à-dire une image un peu ville lisse, déjà très moderne, parfaite, oui. un peu. Et donc il faut évidemment recouper ça avec d'autres cartes, plans, et surtout avec les sources, parce qu'évidemment le plan de Turgot, il a été fait dans la première moitié du XVIIIe siècle. Or c'est une époque où Paris se transforme énormément. Et vous restituez les aspérités de la capitale en quelque sorte, ses bonnes odeurs et ses moins bonnes. On se promène d'ailleurs grâce à votre héros et grâce à toutes ces enquêtes dans les milieux les plus divers, et vous nous montrez aussi en quelque sorte l'envers du décor. Oui, j'ai voulu, c'était une sorte de Paris, faire traverser la deuxième moitié du siècle par un personnage qui se trouve d'ailleurs à l'aise dans toutes les strates de la société et dans chaque roman essayer d'aller dans des zones différentes. Et par conséquent, dans les faubourgs, aussi bien que dans les hôtels nouveaux, neufs, rutilants. Et on essaye aussi d'approcher le Parisien, à la fois le commerçant, à la fois le notaire, mais aussi le gagne-denier et les petits artisans des faubourgs. C'est ça, c'est toute cette vie très juste. Vous êtes très scrupuleux sur la précision du détail. Je crois qu'un travail universitaire a été fait pour essayer de confronter vos romans à la réalité historique et qu'on n'a pas pu vous prendre en défaut. Eh bien, oui, il y a eu une thèse de près de 1000 pages de Pascal Arismendi, qui était une universitaire, et qui a vérifié un petit peu les sources de ma mémoire, parce que dans beaucoup de livres, les références, au fond, je les avais en tête. Et donc j'étais d'ailleurs très éloigné des possibilités de documentation étant à l'étranger. Et donc elle a réussi à retrouver les références et en plus à vérifier que ce que je pouvais avancer était proche ou véritablement la réalité. Je suis très heureux qu'ait pu nous rejoindre un autre grand auteur spécialiste de ce XVIIIe siècle que nous adorons ici, c'est Chantal Thomas. Merci beaucoup Chantal Thomas d'être des nôtres. Accordez-vous de votre côté le même soin et la même attention à tous ces petits détails véridiques de l'histoire? Oui, par exemple sur Versailles, j'ai lu énormément de mémoires, j'ai lu aussi des textes sur l'état des appartements. Et donc j'ai envie que d'une manière matérielle, sensuelle, il y ait comme une résurrection de ces lieux. Mais en même temps, je me laisse emporter par certains détails et je peux en effet sauter, parcourir comme ça des espaces qui sont peut-être pas topographiquement aussi précis que dans le cas des romans de Jean-François Parot. Parce que c'est aussi une voix autobiographique qui dit « je ». Et je crois que ça change beaucoup. Vous avez employé le terme sensuel. Je crois qu'il y a cette sensitivité, effectivement, dans votre écriture. Vous êtes l'auteur, notamment, des Adieux à la Reine, qui vient d'être adapté au cinéma par Benoît Jacot et qui sort sur les écrans mercredi prochain. Dans cet ouvrage qui a été salué par le prix Femina et par le prix de l'Académie de Versailles, il ne faut pas manquer de saluer notre chère Académie de Versailles. Vous écrivez, par exemple, je cite, j'ouvre le livre, vous parlez
c'est la lectrice de la reine, une lectrice imaginaire, qui raconte, et elle dit: ma vie à la cour, la constance de ma préoccupation de la reine avait développé chez moi, avec l'art de ne jamais manquer une occasion de la contempler, celui plus mystérieux de percevoir sa présence bien avant de la voir. Tout à coup, je savais qu'elle n'était pas loin, qu'elle allait paraître. Comment cela, vous le saviez? De quel savoir? C'était une chaleur brusque, une faiblesse exquise, un galop à la place du cœur. Les présences autour de moi se brouillaient, reculaient, elles devenaient un fond vague et indistinct sur lequel soudain, car les signes précurseurs de son arrivée n'enlevaient rien à la soudaineté de son apparition, elle se détachait. Il y a quelque chose d'une longue déclaration d'amour à cette reine dans cet ouvrage, Les Adieux à la reine. Oui, c'est quelque chose qui m'incite vraiment à ce type d'écriture et à cet effort pour agrandir notre présent de cette dimension du passé. C'est le moment chavirant des apparitions. Alors vous venez de vivre vous aussi cette épreuve qu'est toujours pour un auteur l'adaptation de son texte à l'écran. Alors dans le cas de Jean-François Parrot, c'est pour le petit écran, pour une série, un feuilleton télévisé. Dans votre cas, c'est pour le grand écran, ce film de Benoît Jacot qui sort très bientôt. Comment avez-vous vécu cette transposition? Comme une trahison, comme un réconfort? Je l'ai vécu comme une aventure extrêmement heureuse. J'ai eu immédiatement, dans notre première rencontre, où Benoît Jacot m'a dit il avait lu le livre et il désirait faire un film, la certitude que ce serait dans une vraie complicité. D'une part parce que je sais qu'il est vraiment amoureux et esthète du XVIIIe siècle, et aussi c'est un lecteur réellement fidèle et habité par l'écriture. Ce que je propose à nos auditeurs, c'est d'écouter je dis bien d'écouter, nous sommes à la radio, la bande-annonce de ce film de Benoît Jacot. Avez-vous déjà été attiré par une femme au point de souffrir horriblement de son absence? Je crois deviner de qui vous me parlez. Et je l'envie d'être ainsi aimée à la folie d'une telle amitié. Celle-là, elle a réussi son coup. Une petite provinciale endettée favorite de la reine en un tournement. Moi, je te dis que c'est une putain. Vous connaissez pas la nouvelle? Tout ce que j'ai compris, c'est le mot Bastille. La Bastille? Louis XVI n'est plus libre de ses décisions. Il est l'otage de l'insurrection. C'est la liste de 186 têtes qu'il faut couper. Les deux premiers noms sont ceux de la reine et de la duchesse de Polignac. J'ai peur, Alice. Je me nomme Sidonie Laborde. J'étais la lectrice de la reine. J'obéis à la reine. Bientôt, je serai loin de Versailles. Bientôt, je ne serai plus personne. Donc, quand on entend ces extraits de dialogue, on se rend compte du soin que vous avez porté à... Alors, est-ce qu'on peut dire à restituer la langue du XVIIIe siècle, ou en tout cas à la rendre familière à nos oreilles du XXIe? Chantal Thomas. C'est peut-être parce que je l'ai moi-même intériorisé. C'est ça. Vous avez cette musique en vous. Ma passion du XVIIIe siècle est vraiment une passion portée par la langue, d'abord. Et c'est un idéal, comme un idéal musical. Et ça, c'est un point commun avec Jean-François Parrot, car vous avez, vous aussi, cette musique. Nous avons eu, dans ce même studio, il y a quelques années, toute une après-midi, nous avons parlé de la langue sur laquelle nous avons les mêmes idées. Il y a une imprégnation de cette langue du XVIIIe siècle qui fait qu'on la restitue d'une manière qui est sans doute vraisemblable par rapport à ce qu'elle était, mais qui pour nous est une musique qui résonne dans nos cœurs. Il faut que cette langue, tout en chantant comme au XVIIIe, soit néanmoins directement compréhensible par des lecteurs du XXIe. Il est vrai quand même que la langue a beaucoup évolué depuis. Elle est un peu moins pure, sans doute. Elle a beaucoup évolué, mais à l'époque, il y a des divers niveaux de langue. On ne parle pas à la cour comme on parle à la halle, mais même à la cour, quelquefois, on parle comme on parlait à la halle. Des personnages aussi importants que M. de Maurepas ou le duc de Madame de Maurepas ou le duc de Richelieu, qui avaient vécu leur jeunesse sous le régent d'Orléans. On avait gardé un langage un peu populacier qui leur revenait
au milieu de propos extrêmement élégants. Grand air, urbanité des façons anciennes. Merci beaucoup Chantal Thomas d'être venue nous rendre cette petite visite. Merci. Nous replongeons dans un instant en compagnie de Jean-François Parrot dans ce Paris du XVIIIe siècle qui n'a pas fini de nous éblouir. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec votre invité sur Europe 1, Franck, Jean-François Parrot, qui a visiblement de nombreux admirateurs, admiratrices ah oui, également. Des admiratrices notamment là qui nous envoient toutes sortes de messages. On vous tresse des lauriers, Jean-François Parrot. Je suis fan des livres de Jean-François Parrot depuis l'énigme des blancs manteaux, nous dit Claudine. Je suis en train de lire L'enquête russe que m'a offert mon mari. Comme je me régale, écrit Catherine. Merci de vos romans. Je pense qu'en fait vous avez su créer ce qui est le rêve de tout auteur de romans policiers. Vous avez su créer au-delà d'une atmosphère et d'un climat une famille que l'on a envie de retrouver, parce qu'il n'y a pas que Nicolas Le Floch, bien entendu, hein, il y a tous ceux qui sont ses familiers qu'on retrouve et qui vieillissent d'ailleurs avec lui peu à peu de roman en roman. Oui, mais sans doute parce que je suis issu d'une famille de cinéastes et que je pense que, comme dans l'entre-deux-guerres, il y avait des personnages, des comédiens extraordinaires, mais qui étaient entourés par des seconds rôles qui l'étaient aussi. Et que je crois que dans un roman, il faut que le personnage principal, charnellement, existe d'une manière très vivante, mais autour de lui, tous ceux qui l'entourent doivent également avoir ce poids d'humanité qui renforce à la fois leur existence et celle du héros. Et qui font notre jubilation. On approche de la Révolution, nous demande un auditeur. Bon nombre de vos héros vont être guillotinés pendant la Révolution, comme Laborde par exemple. Est-ce que nous allons traverser cette période révolutionnaire? Est-ce que vous en avez fait formé le projet, ou est-ce que vous vous arrêtez à 1791? Moi, je ne forme pas de projet pour la bonne raison que, écrivant chacun de mes livres sans faire de plan, il est hors de question que je fasse des plans à donc tout longue ça n'est échéance. pas prédestiné, hein? Ce n'est jamais prédestiné. Par conséquent, ils vont mener leur existence. Il va y avoir des aventures, il va y avoir des drames, mais je ne les connais pas encore. Et on peut espérer qu'on va pouvoir vivre à travers vos héros, à travers vos personnages, cette période particulièrement riche. Les messages n'arrêtent pas d'arriver. Ils affluent en masse. Donc, on parle... Alors, bien sûr, il y a des clins d'œil à vos personnages, à Pierre Bourdeau, qui se trouve être l'adjoint de Nicolas Le Floch, bien entendu. Qu'en est-il vraiment du complot des Farines, nous demande Patrick. Vous voyez que ce qui est amusant, c'est que tout ça pose évidemment toutes sortes de questions et que vous jouez vous-même avec la mémoire collective et avec un certain nombre de mythes. Donc, on attend d'avoir votre point de vue sur les choses. Ça doit être très gratifiant, ça, pour vous, j'imagine. Ça doit être assez agréable. Alors, pour dire un mot très court sur la guerre des Farines, il s'est agi pour l'État d'organiser la distribution du grain et de faire en sorte que les phénomènes d'accaparement ne soient pas suivis par des périodes de disette. Mais ce qui a déclenché le drame, c'est une mention qu'on a lue dans l'Almanach royal. Et on a vu le nom d'un personnage avec comme fonction agent du roi pour les grains. Et on a cru que Louis XV trafiquait sur le grain, ce qui a déclenché cette révolte. Et cette révolte a aussi été déclenchée par le prix du pain, et c'est au fond l'un des prémices de la Révolution française. Il y a quelques mois maintenant, j'avais reçu ici même Robert Muchimblé qui a écrit une très belle thèse sur la police de Louis XV et celle de Louis XVI, et il nous avait parlé de ce personnage incroyable, Jean-Baptiste Meunier, qui a changé plus de 70 fois d'identité pendant sa vie, qui tantôt travaillait pour le milieu de l'époque et tantôt revenait à la police. Est-ce que vous-même vous plongez dans les archives du Châtelet et dans la mémoire policière de ce temps ? Jean-François Parrot? Alors, je connais bien l'organisation de la police à cette époque, étant, comme vous le savez, de formation un historien. Mais je ne veux pas me plonger dans les archives, parce qu'à ce moment-là, vous tombez dans une réalité qui va vous empêcher qui entrave, en fait, d'avoir une imagination sur les récits que vous allez créer. Par conséquent, il faut avoir une grande connaissance de Paris, une grande connaissance de la police, mais il ne faut pas se saisir de situations ou de dossiers qui ont été réels.
Vous dites que vous avez une formation d'historien. Quelle est la part, c'est toujours sans doute difficile de distinguer les deux, je sais de quoi je parle pour avoir écrit un certain nombre de romans historiques, mais quelle est la part de l'historien et celle du romancier dans votre travail? Est-ce que vous faites préexister votre énigme, en quelque sorte? Est-ce que vous écrivez votre trame romanesque d'abord? Ou est-ce que vous avez d'abord à l'esprit le contexte historique? Est-ce que vous voulez faire ressortir de l'époque ou de l'événement? Non, je n'écris jamais de trame. Je ne sais pas où je vais. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire vous êtes comme votre héros, en quelque sorte. Je choisis une année, je me pénètre de tout ce qui a été écrit. Mémoire, musique, tableau, théâtre. Vous en magasinez. J'en magasine tout cela. Je crée un milieu et je baptise mes personnages. Parce que dès que vous avez donné un nom à un personnage, il commence à s'agiter comme un petit pantin. Et il prend l'humanité. Alors, ils ne seront pas tous utilisés. Il y en a qui retomberont dans les limbes. Et puis, je crée, dans un milieu particulier, un crime, un incident qui va jeter le commissaire Le Floch sur un crime dont il va être chargé de trouver la solution. Et à ce moment-là, tout se fait de manière inconsciente. C'est-à-dire que je suis comme le scribe qui regarderait une action se dérouler et qui entendrait des dialogues. Et donc, j'écris sans rature, n'importe où, n'importe quand, dans les salons du livre, à n'importe quel moment de la journée, et exactement comme si j'appuyais sur le déclic d'un magnétoscope. C'est magnifique, vous êtes doué d'un don étonnant. C'est comme ça. C'est extraordinaire quand même. Jean-François Parrot, L'enquête russe, c'est publié bien sûr chez Lattès dans la série des enquêtes de Nicolas Le Floch. Merci beaucoup, c'était un privilège de vous recevoir au sens de l'Ancien Régime, mais aussi dans notre sens moderne à nous. Merci Jean-François Parrot. La semaine prochaine, ce sera une émission, j'allais dire, une série d'émissions un peu particulière, puisque nous célébrons le premier anniversaire de cette nouvelle émission Au cœur de l'histoire. Ce sera la 200e. On a fait quand même ici plus de 1000 émissions à cette antenne sur Europe 1. Mais enfin là, c'est la 200e de celle-ci, avec ce format, cet horaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait très plaisir. Alors, lundi, le principe de toute la semaine, ce sera que ce sont les descendants qui nous racontent leurs ancêtres. D'accord, très bien. Donc, avec les sœurs Massenet, que vous connaissez bien, j'évoquerai Jules Massenet, dont c'est l'année, lundi. Mardi, j'ai demandé au prince Michel de Grèce de venir nous parler de son cher ancêtre Louis-Philippe. C'est mon ami Emmanuel Breguet qui sera là mercredi pour nous parler non seulement de Louis Breguet, l'avionneur qui est son grand-père, mais aussi d'Abraham Louis, le grand horloger, l'un des plus grands maîtres de cette discipline. Jeudi, c'est Jean-Marie Roire de l'Académie française qui viendra nous parler de sa grand-tante Berthe Morisot. En ce moment, il y a une exposition sur Berthe Morisot au musée Marmottan. Et puis vendredi, nous finirons la semaine par une évocation d'Antoine de Saint-Exupéry par son neveu. Voilà donc le programme des réjouissances. Nous nous retrouvons lundi pour les commencer.